Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentine Gattard avec moi. Bonjour Valentine. Bonjour Julie. Alors, tu es consultante en stratégie holistique et coach. Tu es aussi présidente de la Happy Tech depuis le mois d'avril, je crois, 2021. On va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Tu es fondatrice de New Prana, une agence de conseil qui pense à l'entreprise et aux collaborateurs. Et tu as aussi un podcast du même nom, New Prana, qui va interviewer des personnes dans leur parcours d'entrepreneur, d'indépendant pour découvrir des parcours inspirants et puis aussi partager un petit peu toutes tes réflexions sur les évolutions du monde du travail et les enjeux du bien-être au travail. Et donc, tu es passionnée par tous ces enjeux-là. Alors, moi, j'ai découvert un petit peu ton parcours et c'est vrai que tu as une expérience professionnelle riche avec des tas de prises de conscience, des remises en question que tu vas nous partager. Et donc, aujourd'hui, tu as décidé de te mettre au service du bien-être au travail à travers différentes dimensions. Bon, voilà, tu as aussi, comme je le disais, rejoint la Happy Tech, qui est une association qui regroupe des startups qui développent des outils technologiques de bien-être au travail. Et on en parlera parce que je pense que c'est important aussi de faire le focus dessus. Et j'avais envie de te donner la parole aujourd'hui, Valentine, sur le podcast parce que je pense que quand on parle de qualité de vie au travail, il y a cette vision finalement holistique à laquelle tu te réfères assez souvent, j'ai l'impression, qui est assez importante et qui me parle beaucoup puisque nous sommes tous interconnectés et l'individuel ne fonctionne pas sans le collectif et vice-versa. Et puis, il est aussi très urgent de se reconnecter davantage à la planète. On en parlera ensemble et toute cette vision du coup holistique m'intéresse beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être avec moi sur ce podcast. Et pour commencer, j'avais envie de te demander que tu nous racontes peut-être le déclic qui t'a donné envie de t'investir du coup sur ces enjeux du monde du travail et d'accompagner les personnes à pouvoir s'épanouir dans le monde du travail. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Julie. Je suis très, très heureuse de partager ce moment avec toi. Alors moi, mon déclic, en fait, je pense que ça a commencé en un bruit de fond. Quand j'ai commencé à travailler, mon tout premier job de salarié, j'avais fait pas mal de stages avant, puis j'ai eu un premier poste dans lequel je ne suis pas restée très, très longtemps. Et en fait, déjà à ce moment-là, j'ai eu un moment où, si tu veux, j'avais un peu de mal à comprendre certaines façons dont se passait le travail, notamment des moments où parfois il n'y avait pas grand-chose à faire et on était obligé de faire acte de présence. Alors que j'habite à Paris, qu'il y a des tonnes de choses à faire en permanence. Et déjà, en fait, le fait d'être sur place alors qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à faire, c'était rare, hein, mais juste de temps en temps, ça a commencé à me titiller, à me dire c'est pas normal. Après, il se trouve que mes modèles, du coup, avec lesquels j'ai grandi, donc mes parents étaient indépendants, donc géraient leur société, ils travaillaient ensemble même d'ailleurs. Donc, pour moi, j'étais un peu dans un mode très différent. Et par ailleurs, je pense qu'au fil des années, le fait d'entendre de temps en temps, même souvent, les gens
être tellement heureux d'attendre que le week-end arrive et que ce soit la libération après la semaine de travail. Je me suis toujours dit, mais comment c'est possible de réfléchir comme ça ça fait 5 jours sur 7 qui sont un enfer et on attend la libération à la fin. Et je me disais, c'est très étonnant. Je m'interrogeais pas mal là-dessus. Donc ça, c'était un peu le bruit de fond. Et du coup, en fait, moi, je suis passée par différentes phases. Donc, j'ai quitté cette société parce que, voilà, on n'était pas... ça ne me convenait pas sur à la fois le mode de travail, et puis le secteur à ce moment-là. Donc, j'ai un peu réfléchi. Je suis devenue à ce moment-là freelance. Une chose menant à une autre, j'ai fini par m'associer avec mon père qui avait remonté une société donc, d'études marketing et de recherche prospective. Et à partir de là, en fait, je dirais que... en fait, il y a eu plusieurs déclics. C'est vrai que c'est marrant parce que la première question que je pose dans mon podcast, c'est quels ont été les tournants dans les parcours de mes invités. Et je dirais que le premier tournant, pour moi, ça a été ça, de m'associer avec lui parce que là, déjà, j'ai commencé à travailler dans un espace de coworking. Donc, c'était en 2014, donc ça remonte quand même un peu. Il n'y en avait pas du tout autant qu'aujourd'hui. C'était moins tendance. Ouais. Carrément moins tendance. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un bureau dans ma rue. Donc, vraiment super pratique. J'ai vu ça et je me suis dit, bon, je vais aller là. Bon, 7 ans plus tard, j'y suis toujours. Donc, c'était un bon espace. Et en fait, en commençant à travailler à la fois dans cet espace, avec d'autres indépendants, avec d'ailleurs à ce moment-là, pas mal de personnes qui travaillaient en famille aussi. Ça, je pense que ça a été assez important. Donc de découvrir leur parcours, de découvrir des nouvelles façons de travailler, il y avait à la fois des indépendants, il y avait des petites équipes, il y avait mon binôme à l'époque qui restait une très très bonne amie, était elle en télétravail d'une boîte basée à Strasbourg. Donc il y avait déjà à ce moment-là plusieurs configurations de travail. Et moi, du coup, personnellement, j'ai commencé à vivre mon travail très différemment. Bon, déjà, j'ai appris à gérer une entreprise. Je travaillais donc avec mon père, mais donc moi, j'avais mon bureau. Lui, donc, travaillait de la maison. Quoi. Mais moi, je n'avais pas très envie d'aller tous les jours chez mes parents, que j'adore par ailleurs. Et donc, on s'est organisé comme ça. Et puis, j'avais là, tout d'un coup, les moments de travail très, très intenses, des semaines hyper chargées, des journées qui n'en finissaient pas pour des projets, et d'autres moments où j'allais au musée en cours de semaine ou prendre un café avec une amie. Et en fait, c'était vraiment la gestion de mon temps comme je l'entendais, tant que mes projets et mes dossiers étaient rendus à temps. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Et en parallèle, ma santé m'a amenée à pas mal me tourner vers la médecine complémentaire. Et j'ai commencé à ce moment-là, que j'ai commencé à avoir vraiment une vision holistique du corps, de la santé, du travail, de la vie. Et puis après, j'ai commencé donc à vraiment me passionner pour ces enjeux-là parce que j'ai senti qu'il y avait des choses qui émergeaient. Bon, c'était pas dur de ne pas passer à côté parce que bon, ça a commencé à exploser. Et puis, en fait, alors je vais accélérer un peu, mais en gros, j'ai eu l'idée de monter un espace de coworking. Donc, à ce moment-là, je travaillais encore avec mon père. Et parce que l'idée, c'était d'avoir un espace qui offrirait justement tous les services pour les indépendants, pour travailler efficacement et qui puissent prendre soin d'eux en même temps. Donc, il y aurait eu cet espace avec des activités aussi culturelles, tous les services qu'on pouvait aussi trouver dans les sièges des grandes boîtes qui me faisaient un peu fantasmer, même si je n'avais pas du tout envie de travailler là. Et à la fois, il y aurait eu un cabinet de médecine complémentaire, justement, et il y aurait eu cette grande collaboration, si tu veux, entre plein de personnes différentes, entre plein de métiers différents et plein d'approches. Bon, ce projet, c'est pas fait. Parce que le deuxième tournant, version courte, a été que, ce que je raconte toujours, je me suis cassé le pied. Et comme je vois des signes absolument partout et que j'aime bien comprendre et donner du sens à ce qui m'arrive, je me suis dit que je ne prenais pas la bonne direction. Et du coup, j'ai tout réfléchi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis passionnée par ces sujets, donc du futur du travail, du bien-être au travail et de la santé globale.
En fait, je vais faire quelque chose qui me correspond davantage. Je vais transformer ça en agence de conseil. Et c'est comme ça que New Prana, agence de conseil, est née, sachant que New Prana était par ailleurs le nom de l'espace. Et du coup, voilà. Bon, j'avais été assez loin. J'ai appris vraiment beaucoup de choses en montant ce projet et ça m'a aidé en fait à aller plus loin. Et maintenant, ça me paraît, en fait, je ne vois pas comment on peut ne pas envisager le futur du travail sous toutes ces facettes-là. Alors, avant de rentrer justement dans cette vision peut-être holistique, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu partages dans le sens où en fait tu te rends compte on passe beaucoup de temps à travailler dans notre vie et que finalement il ne reste plus que 2 jours dans la semaine pour vraiment profiter. Et c'est que l'avantage d'être à son compte parfois, c'est de sortir de ce schéma qu'un contexte d'entreprise va vouloir nous imposer en mode il faut travailler de 9 heures à 18 heures et puis faire 1 heure de pause le midi et finalement on a le temps de rien. Et c'est que l'avantage parfois d'être à son compte, c'est d'avoir cette flexibilité-là et de se dire que on peut tout à fait moduler tant que les objectifs sont atteints, tant qu'on fait le travail qui doit être fait en fait. Parfois, on n'a pas forcément besoin de travailler 8 ou 9 heures par jour. Parfois, on peut travailler 5 ou 6 heures et c'est OK. Enfin, moi, tu vois, ça me fait beaucoup penser à la démarche de slow working que je suis en train de regarder un petit peu comment ça se passe et surtout quand on a son compte, on est beaucoup dans les clichés de si tu travailles pas 60 heures par semaine, surtout au début quand tu te lances à ton compte, tu réussiras jamais dans ce que tu fais. En fait, non, on peut travailler bien et travailler peu, travailler beaucoup. C'est pas forcément voilà, signe de performance au travail et encore moins de bien-être. Donc je pense que c'est important de faire attention à ça et aussi peut-être d'éveiller les entreprises à cet équilibre et de se dire que peut-être qu'il y a des personnes qui seront beaucoup plus performantes, l'après-midi ou peut-être d'autres le matin et d'équilibrer les temps de travail par rapport à ça aussi, ça Ouais. me paraît important. Complètement. Après, le truc, c'est que, en fait, c'est assez variable. L'idée, je crois que c'est d'être assez, on parle beaucoup d'agilité, hein, mais c'est une grande adaptabilité. Il y a des C'est ça. moments, par exemple, si tu travailles en équipe sur des projets donnés, évidemment que tu vas plus travailler entre 10 heures et 18 heures qu'entre minuit et 2 heures du matin, évidemment. Il y a des rendez-vous qui sont calés aux heures classiques de travail. Mais après, c'est vraiment de pouvoir s'adapter, de pouvoir envisager les choses un peu différemment. Et après, bon, dans mon cas, je travaille énormément. Mais bon, je pense que là, c'est particulièrement aussi dû à la période. Et puis, j'adore ce que je fais. Et parfois, c'est un peu trop. Et je fais attention à faire justement, à calmer un peu. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je suis tellement passionnée par ce que je fais que parfois, c'est pas vraiment du travail. Et c'est bon, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Et puis il y a des gens aussi qui n'ont juste pas envie. Moi, je respecte complètement les personnes qui ont envie d'avoir quelque chose de très cadré, de faire leur travail, qui aiment bien sans être forcément passionnés, qui sont ravis du cadre et de la différence nette entre leur vie personnelle et professionnelle. Il se trouve que c'est pas mon cas, mais je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose dont les entreprises, de toute façon, commencent déjà à s'inspirer largement par rapport aux indépendants, de cette fluidité, cette adaptation. Et j'aime bien ce que tu dis sur les rythmes de chacun par rapport au moment de la journée où on est plus ou moins performant, de pouvoir s'adapter par rapport à ça et de respecter ça. Je trouve que c'est une très grande force. Ouais. C'est vrai que la crise a eu le mérite de nous amener, de nous obliger peut-être quelque part pour les entreprises, en tout cas, à avoir cette flexibilité par rapport au travail, déjà en autorisant, en acceptant les temps en distanciel, présentiel, etc. Et je pense que le retour au travail, d'ailleurs, sur les prochaines semaines et prochains mois, va demander aux entreprises d'être hyper agiles et flexibles par rapport à ces nouveaux modes de travail. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu plus de New Prana et déjà nous dire ce que ça signifie et quelle était ton intention derrière et du coup, en venir du coup à cette approche holistique que tu… Alors, prana, ça veut dire le souffle vital en sanskrit. Donc, l'idée, c'est d'avoir un nouveau souffle. Donc, c'était, comme je t'ai dit, c'était déjà le
le nom à l'origine, alors même au tout début, avant d'être une idée d'espace, c'était un blog que c'est toujours. Enfin, c'est mon site. Et donc, en effet, j'avais commencé par interviewer des entrepreneurs pour comprendre l'équilibre qu'ils avaient justement entre leur vie personnelle et professionnelle. Et c'était vraiment cette idée de nouveaux souffles, de nouvelles façons de voir les choses pour reprendre vie, en fait, plus intensément, mais de façon plus équilibrée. Et aujourd'hui, donc, en fait, ça consiste à avoir donc cette fameuse vision globale. Donc, si tu veux, j'ai le côté théorique. Donc, j'ai publié un très long manifeste en novembre 2020 qui explique tout ça. Donc, ça fait 35 pages. Je sais que c'est très long, mais c'était important pour moi de mettre tout ça par écrit. C'est vraiment de voir tous les parallèles. C'est même pas des parallèles, en fait, c'est toutes les imbrications. Je dis souvent que tout ce qui se passe en ce moment, finalement, c'est les diverses faces d'une même pièce. Il y a donc dans la transformation aujourd'hui qu'on voit donc dans le travail, dans l'approche par rapport au travail, au bien-être au travail, même si je pense sincèrement qu'en fait le futur du travail et le bien-être au travail, c'est la même chose. Et ce qui se passe dans l'écologie, dans le féminisme, dans plein de luttes sociétales et sociales, finalement, on cherche à retrouver une vision donc, globale de nous-mêmes. C'est vrai que, comme je disais, je me suis beaucoup intéressée à la médecine aussi, à la médecine complémentaire. Et je tiens à dire complémentaire parce qu'il ne s'agit en aucun cas de s'éloigner de la médecine allopathique, mais de voir comment ça peut fonctionner ensemble. Et de considérer qu'on est, de s'éloigner de la façon cartésienne de voir les choses, de dissocier le corps et l'esprit, mais de comprendre qu'on est absolument un tout. Et le fait de ce qui se passe, par exemple, quand je parle d'environnement et tout ça, c'est de nous replacer au centre de la nature, de la planète, de voir qu'on fait partie de cet écosystème-là. Et en fait, il y a donc des tendances aujourd'hui qui sont très nettes sur la façon d'être rassemblés en tant qu'humains, en fait, et sur notre planète. Donc, par rapport au travail, c'est d'englober qui nous sommes. C'est de comprendre que les émotions ne sont pas laissées à la porte du bureau. Alors, bon, maintenant, en plus, il n'y a plus tellement... En ce moment, on est chez nous, donc les émotions sont encore plus présentes, forcément. C'est de comprendre qu'on ne peut pas être dissocié entre ce dont je parle aussi, c'est le soi personnel et le soi professionnel. C'est Sandra Philodo qui disait aussi dans un article de Welcome to the Jungle, il y a la vie, point. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a la vie en une, en fait. Et donc, de ne pas dissocier, de comprendre qu'il y a tellement de strates différentes à qui nous sommes et donc forcément à qui nous sommes au travail qui occupe certes moins finalement de temps qu'on imagine à l'échelle de notre vie qu'il y a encore quelques années, mais qui occupe quand même pas mal de temps, parce que quand on raisonne en termes de semaine versus week-end, bon, si on garde ce schéma-là, oui, on travaille plus de jours par rapport à la semaine. Donc, c'est vraiment cette approche de se dire que rien ne peut être vu sous un seul prisme et ne peut être complètement décortiqué. Donc, concrètement, moi, ce que je propose avec Nuprana, c'est d'avoir une approche qui passe déjà par l'organisation et la structuration. Parce que bon, je suis un petit peu passionnée d'organisation. Je sais que ça fait toujours un peu bizarre quand je dis ça, mais c'est une passion, ça existe. Et donc voilà, je suis grande fan aussi d'outils technologiques, notamment de Notion, dont je suis complètement amoureuse et qui me sert au quotidien. Et donc l'idée, c'est d'arriver à structurer, d'avoir une base très solide, d'avoir des fondations. Donc à travers l'organisation et d'asseoir vraiment la vision stratégique et que ce soit clair pour tout le monde. Et en fait, avec une organisation claire, avec une vision claire, déjà, on part sur des bases fortes. Après, ça consiste aussi à avoir pour cette organisation et pour le bien-être en fait au travail, la fluidité de la journée, d'avoir les bons outils. Ouais, justement, je disais que j'aimais beaucoup les outils. Moi, je suis assez passionnée de technologie depuis toute petite. Et c'est de savoir quels outils on va utiliser, pourquoi, comment, adapter à la maîtrise surtout aussi technologique et l'aisance technologique des collaborateurs pour pouvoir gagner du temps, gagner de la sérénité. On parle beaucoup de charge mentale aussi, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de très facile en fait.
Et après, donc, il y a aussi un accompagnement, donc, du coup, avec la Happy Tech, dont on reparlera après, donc des bons outils de bien-être au travail. Et le tout aussi, et donc la quatrième brique, c'est le coaching, puisque je suis désormais coach, donc pour de l'accompagnement individuel et collectif dans un cadre professionnel. Et l'idée, c'est de comprendre, donc là, on parlait de vision globale, c'est tout ça ne fonctionnera pas si on ne communique pas, si on n'échange pas, si on ne résout pas les conflits, si on n'essaye pas de se comprendre les uns les autres. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment les 4 briques essentielles saupoudrées de conseils de santé globale. Alors moi, je parle beaucoup de bon sens. Parfois, c'est un peu, même le bon sens, on n'arrive plus à en parler sans qu'il y ait des controverses. Maintenant, on ne peut parler de rien. Et donc, voilà, c'est repris parfois par des gens dont je ne partage absolument pas les idées. Cependant, je pense que quand même, d'avoir un tout petit peu de bon sens, mais c'est des choses basiques, hein, mais de se dire qu'en fait, si on mange bien, par exemple, on va être plus en forme. Si on dort, on va se recharger. Si on fait du sport, si on prend soin de soi. Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est quelque chose qui, clairement, tout ça m'a été inspiré par ma vie d'indépendante, comme je le disais au début aussi. Parce que quand on est indépendant, c'est Alexis Minchella qui disait ça aussi dans un de mes épisodes de podcast, c'est notre premier outil. Donc, si notre corps il fonctionne pas bien, en fait, on n'a pas de congé maladie, on n'a rien. Donc, on est obligé en fait de prendre soin de nous. Et pourquoi, sous prétexte qu'on n'a pas d'indemnité si ça va pas, les autres, enfin plutôt sous prétexte que les salariés ont des indemnités si ça va pas, ne devraient pas prendre soin d'eux de la même façon. Donc, c'est d'arriver à remettre ça au cœur de l'entreprise. Et du coup, par rapport à la communication, c'est alors que je te disais que ça avait été une expérience intéressante de travailler en famille et d'en discuter avec les personnes de mon espace de coworking dans ce cadre-là aussi. C'est que peut-être que c'est mon cas est peut-être particulièrement chanceux parce que je m'entends très bien avec mon père, mais c'était tellement facile de travailler avec lui parce qu'il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas encore une fois, de charge mentale, de la façon dont on va communiquer, dont on va travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut... ça n'est pas forcément évidemment réplicable totalement en entreprise, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent inspirer justement de détendre les tensions, enfin d'apaiser les tensions, de faire en sorte qu'il y ait un climat serein et sain. Et ça, je pense que c'est une des choses principales que je veux transmettre. Je pense qu'on s'autorise aussi peut-être davantage à être soi aussi dans ce genre de Totalement. contexte. Ouais. Et du coup, ça aide forcément à être plus aligné aussi entre ce qu'on est, ce qu'on va vivre. Donc, ouais, la dimension dont tu parles est hyper intéressante. Et c'est vrai que, comme tu le dis, notre corps, c'est notre premier véhicule. Et effectivement, si on n'en prend pas soin, ça va forcément avoir un impact négatif ou positif sur notre quotidien au travail. Et c'est vrai que moi, je partage totalement ce que tu dis sur le bon sens. Ça a commencé par bien manger, bien dormir, se bouger, faire du sport, s'aérer. Enfin, voilà, ce sont des choses qu'on sait tous, en plus, je pense. Mais ça, c'est peut-être le cerveau humain qui est un petit peu complexe, c'est qu'il y a plein de choses qu'on sait qui sont bien pour nous, mais qu'on ne fait pas pour autant. Et c'est vrai que parfois, c'est bon de le rappeler. Alors, est-ce que l'entreprise a ce rôle-là de remettre ces sujets-là, faire des rappels dans la tête des gens, en tout cas de proposer des ateliers, des choses un peu comme ça de façon régulière, ça peut effectivement être intéressant dans une démarche de qualité de vie au travail de faire des rappels sur le bien manger, le bien dormir, le bien vivre ensemble aussi, prendre soin de soi, travailler sur la charge mentale. C'est des aspects qui sont fondamentaux, ouais, effectivement. C'est la grande question de savoir si c'est le rôle de l'entreprise ou pas. Voilà. Le fait est que c'est l'endroit où on est. Alors bon, du coup, virtuellement ou physiquement en ce moment, mais pour moi, je sais que tu en parles beaucoup aussi de l'injonction au bonheur, prendre soin de soi, etc. Pour moi, c'est pas tant l'entreprise. Évidemment que ce n'est pas le rôle de l'entreprise d'imposer de faire ça, mais au moins de proposer le contexte et les solutions qui permettent d'accéder à ça. Et de dire, voilà, vous êtes chez nous, nous vous rémunérons pour le travail que vous nous donnez. Donc,
on vous met à disposition les conditions, si vous le souhaitez, pour comprendre ça. Et pour moi, il n'y a pas de problème à faire ça. Si ce n'est pas imposé, évidemment que le libre arbitre et les choix de chacun, si quelqu'un a totalement conscience, c'est les grandes théories libérales de Gaspard Koenig, justement, qui est très intéressant, qui est philosophe et qui parle beaucoup du libéralisme au sens américain du terme et vraiment de théorie, qui dit, en gros, à partir du moment où les gens ont toutes les infos, à eux de faire ce qu'ils veulent. Bon, parfois, ça va un petit peu trop loin dans ces théories, mais l'idée, c'est ça, c'est l'idée de donner les informations et les gens, après, sont responsables d'eux. C'est ça, c'est je propose et tu disposes et Exactement. après on voit. Tu parlais aussi du coup, commencer peut-être par avoir des fondations solides dans cette approche holistique que tu évoquais. Est-ce que peut-être tu aurais des conseils ou des exercices pratiques, des réflexions à avoir pour poser ces fondations et avoir une vision claire de ce qu'on a envie de vivre au travail? Pour moi, ça passe, si tu veux, par deux choses différentes. Une qui est ultra pragmatique, qui est donc, par exemple, donc c'est dans des choses que je propose d'avoir donc justement sur Notion ou autre, éventuellement, évidemment, avec l'outil qu'on veut, d'avoir déjà tout simplement une vue d'ensemble de l'entreprise, d'être hyper clair sur qui on est, là où on va. Comment ça s'organise, comment sont gérés les projets, qui fait partie de l'équipe, comment ça a été structuré, de comprendre déjà l'histoire de l'entreprise et d'avoir toutes les ressources, et on en revient encore à cette histoire d'organisation, d'avoir tout facile, à portée de clic, de ne pas perdre du temps à chercher une information quand on en a besoin. Et donc, d'avoir vraiment ce socle sur lequel on peut s'appuyer de manière ultra concrète en termes de documents, d'informations, d'accès aux personnes et de facilité de communiquer. Donc ça, pour moi, c'est la première étape pragmatique. Elle va forcément de pair avec l'étape de construction, ou en tout cas peut-être de réaffirmation, de redéfinition de la mission de l'entreprise, justement pour qu'elle soit notée noir sur blanc et très claire pour tout le monde. Et ça passe par des ateliers de réflexion, on a le comptoir prospectiviste que mon père a co-créé, propose un atelier de design prospectif que j'utilise également, où ça, c'est vraiment un atelier de co-création et de réflexion avec les collaborateurs pour qu'on soit vraiment sûr que tout le monde comprend d'où vient l'entreprise, où elle est aujourd'hui et où elle va aller. Et ça, c'est indispensable de discuter, d'échanger et d'avoir cette vision claire et que tout le monde soit OK et partie prenante de la mission de l'entreprise. On parle beaucoup de sens, de mission, mais là, au-delà d'avoir un engagement, des valeurs, juste de savoir où on va. C'est dans un autre podcast récemment, c'était dans Vlan, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Je serais tentée de dire que c'était dans l'épisode avec Julien Vidal, mais je suis plus sûre, qui citait Saint-Exupéry, qui disait donner de quoi construire un bateau à des hommes, ça n'ira pas si vous ne leur dites pas où il faut aller. Bon, j'ai complètement massacré cette citation. On a compris l'idée. Voilà, vous voyez l'idée. Ouais. Et en gros, c'est vraiment ça, c'est d'avoir les deux, d'avoir de quoi construire le bateau et de savoir où on va. Ouais. Et après, bon, si vous travaillez, si les collaborateurs ont besoin de sens, de vision éthique, impact sur les différents sujets qui sont très importants en ce moment, c'est encore autre chose, ça va être encore une brique. Mais là, au moins, c'est d'être sûr qu'en gros, tout simplement, on comprend ce qu'on fait au quotidien et pourquoi on le fait. Ça, c'est un autre point très important dont Laetitia Vito parle, c'est le cœur central de son livre « Du labeur à l'ouvrage », que je cite beaucoup dans mon manifeste, qui parle donc d'aujourd'hui, l'inspiration aussi des freelances et des indépendants dont je parlais, c'est aussi parce qu'il y a ce côté de rapport presque artisanal au travail. Et donc, quand on est artisan et quand on est freelance, même dans les métiers de service, en fait, on sait pourquoi on travaille, on sait ce qu'on fait et surtout, on voit toutes les étapes et on comprend pourquoi on le fait et on a le résultat final à la fin.
Et c'est parfois ce qui manque quand on est collaborateur, surtout dans un grand groupe, par exemple, où on ne voit pas forcément tous les tenants et les aboutissants de notre travail. Et ça, de comprendre pourquoi on le fait, c'est indispensable. Et j'ai beaucoup aimé dans un de mes épisodes aujourd'hui, c'est vraiment très riche de faire un podcast, je pense que tu dois bien savoir ça. Et donc j'avais interrogé Anne-Sophie Moreau, qui est rédactrice en chef du média Philonomiste, donc, et qui est philosophe. Et c'était intéressant parce que quand je lui ai posé la question, une de mes questions rituelles, savoir si elle était réconciliée entre son soi personnel et professionnel, elle n'était pas très à l'aise avec cette question-là. Et elle l'a retournée en me disant, en tout cas, je ne suis pas aliénée au travail. Et donc ça, c'est hyper important parce que, en gros, sans forcément être réconcilié avec soi, avec toutes les facettes de soi, d'avoir du sens, juste, en fait, de ne pas être aliéné, d'être OK et pas en tension intérieure avec qui on est et avec la mission de l'entreprise. Pour moi, c'est ça les fondamentaux et les fondations dont je parle. C'est hyper intéressant et c'est vrai que finalement, la thématique d'ailleurs qui revient le plus en ce moment, c'est les enjeux de motivation et d'engagement des collaborateurs, et ça commence par les réaligner justement sur cette vision et donner de la clarté dans les missions. C'est quand même quelque chose d'essentiel et c'est le devoir de tout un chacun d'avoir cette transparence et cette clarté dans ce qu'on veut atteindre à la fois individuellement et collectivement. Et c'est que la métaphore que tu donnais du bateau, enfin, ça me parle beaucoup et c'est vrai on peut pas naviguer et garder le cap si on n'a pas, concrètement, montré la direction, en fait, ouais, donc c'est hyper intéressant. Alors tu parlais, beaucoup, d'outils, Valentine. Alors tu nommais, Notion. Effectivement, pour ceux qui nous écoutent, Notion, si vous souhaitez, tester un outil d'organisation, de gestion, de projet, enfin, ça permet tout un tas de choses, je vous invite à aller regarder cet outil-là. Et donc effectivement, tu me parais très, penchée sur tous les outils de nouvelles technologies et justement, ça tombe bien. J'imagine que tu es alignée avec cette mission-là, c'est que tu as rejoint, la Happy Tech, cette année et tu es devenue la présidente de la Happy Tech. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu c'est une association, hein, si je dis pas de bêtises, de C'est base? une association, loi 1901. En fait, moi, c'est assez marrant parce que je l'ai rejoint, en fait, il y a 2 ans, quelques semaines avant de me casser le pied dont je parlais, tout à l'heure. Et ça a fait partie, en fait, ma rencontre avec, Samuel Métias, le fondateur, a fait partie de mes réflexions parce que ce que j'avais commencé à faire, à ce moment-là avec l'association a beaucoup, fait avancer, fait bouger en tout cas mes réflexions, mon rapport au travail. Et donc du coup, j'ai pas mal, à des périodes plus ou moins intenses parfois, donc travaillé avec l'association. Puis du coup, donc j'ai eu la chance d'être élue présidente au mois d'avril dernier. Donc la Happy Tech, c'est une association qui a été fondée en 2017 pour fédérer les entreprises qui ont créé des outils qui utilisent la technologie pour le bien-être au travail. Et c'est passionnant parce que donc ça regroupe des entrepreneurs qui ont créé ces outils avec une conviction profonde pour le futur du travail. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi donc une approche qui me parle puisque c'est remettre l'humain au cœur du travail tout en utilisant la technologie et donc les avancées, les progrès et ce qui nous permet de gagner du temps, d'être plus efficace et d'être plus serein. Donc aujourd'hui, il y a 4 catégories principales de membres. Il y a ceux qui facilitent le quotidien et l'équilibre personnel et professionnel, ceux qui favorisent les échanges, l'intégration et la communication, ceux qui œuvrent pour la santé physique et psychique et ceux qui améliorent l'environnement et les conditions de travail. Donc, on a plein d'entreprises différentes qui peuvent être très complémentaires au sein des entreprises. Et l'idée aujourd'hui, c'est de faire grandir ce collectif pour vraiment porter ces sujets de bien-être au travail et de voir comment la technologie peut venir aider. Et d'ailleurs, pas que la technologie, parce que, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir cette vision globale et de ne pas séparer les outils ou les approches qui n'utilisent pas forcément la technologie et ceux qui l'utilisent. Mais c'est d'avoir cette vision d'ensemble pour utiliser le plus efficacement possible les ressources pour les collaborateurs
Donc, c'est une aventure assez passionnante et je suis très heureuse de pouvoir la faire grandir et avec justement de voir comment mes propres convictions vont pouvoir faire avancer les choses au cours de mon mandat. Est-ce que la vision sur le long terme, c'est de faire de la France peut-être la prochaine Startup Nation de la qualité de vie au travail Eh bien, en fait, pour la petite histoire donc, qui est au cœur du récit justement de la Haptech, justement, Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République en 2017, avait lancé ce défi à Samuel Métias à Vivatech de faire de la France le leader mondial du bien-être au travail. Et donc, du coup, voilà, il y a eu cet échange assez amusant entre eux. Et du coup, c'est pour ça que l'idée, c'est de développer ça, de nous mettre en première ligne. Et puis, on se développe justement à l'international aussi pour faire rayonner le mouvement. L'idée, et puis, c'est vraiment, tu vois, de mettre en lumière ces solutions et de mettre en lumière aussi les utilisateurs. De comprendre en fait ce qui se passe du côté des collaborateurs, comment c'est mis en place, pourquoi, ce qu'ils en retirent et de montrer qu'il y a quelque chose je crois, alors je suis peut-être très naïve, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très alors sain, c'est peut-être un petit peu fort, mais d'authentique dans la démarche de toutes les personnes qui sont dans ce secteur du bien-être au travail. Bon, évidemment, il y a des opportunistes, je ne crois pas au monde des bisounours, voilà, mais j'ai l'impression que toutes les personnes que je rencontre sont portées par quelque chose de vraiment fort. Et il y a quelque chose qui, je pense, peut vraiment changer la face du monde du travail en allant un peu plus loin, en creusant ces sujets. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est la critique qu'on peut parfois faire, puisque le bien-être au travail est quand même devenu un sujet aussi à la mode et on voit énormément de solutions se développer en ce sens. Et parfois, on peut se questionner sur effectivement l'approche authentique que certains acteurs peuvent avoir par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est plutôt rassurant finalement ce que tu nous dis. Et la plupart de ceux qui construisent des solutions en faveur d'une meilleure qualité de vie au travail ont des démarches plutôt authentiques. Du coup, En tout cas, c'est mon ressenti. Il se ouais. trouve que moi, les personnes que je rencontre Mm. me donnent cette énergie-là. Ouais. Alors, en tout cas, bon, sur le podcast, tu sais, il y a pas mal de gens qui sont acteurs du bien-être dans les organisations, CHO, responsables QVT ou autres. Et donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant que vous alliez voir le site de la Happy Tech. Et parce que je pense que y a pas mal d'acteurs qui peuvent être très intéressants et peuvent apporter des choses vraiment qualitatives pour ceux qui ne sont pas forcément outillés de base pour mettre en place des démarches QVT. Donc, ça peut être intéressant. Le site, c'est happytech.com, c'est ça? Live. Live. Okay. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On peut proposer aussi des conseils un service d'accompagnement justement à la mise en place des solutions Happytech. Et puis bon, espérons effectivement que vous puissiez porter la France comme un des pays qui inspire sur ce sujet du bien-être au travail, même si je pense qu'il y a encore pas mal de boulot. Oh oui, on est au début. Alors Valentine, je voulais, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHE. Je voulais avoir un petit peu ton regard sur la posture de Chief Happiness Officer en entreprise et voilà, savoir un petit peu ce que tu en pensais. Moi, je trouve que c'est un métier qui est très intéressant quand on se plonge un peu dedans. Quand on écoute, par exemple, les épisodes où tu en parles ou d'autres personnes qui font ce métier et qui en parlent concrètement. Parce que malheureusement, on est dans une, je ne sais pas si notre société ou si ça a toujours été comme ça, mais on tire des conclusions assez hâtives quand il y a peut-être à cause aussi d'un problème de vocabulaire. Parce que il y a beaucoup de critiques. Je suis en train d'écrire un article justement là-dessus sur le bonheur au travail, du coup le Chief Happiness Officer. En fait, ces mots-là cristallisent des tensions et du coup, on s'arrête au vocabulaire sans aller creuser ce qu'il y a derrière. On est là pour le coup, oui, c'est notre société capitaliste de l'image qui a besoin d'éléments, d'ingrédients un peu marketing, un peu publicitaire quand il crée des nouveaux concepts. Donc, du coup, il y a ce mot qui a été inventé.
et qui, du coup, je crois, parfois fait un peu du tort à la position de THO. Alors que moi, dans ce que j'en connais, c'est les valeurs que je partage totalement et dont je vous parle depuis tout à l'heure, de communication, de mise en place de services et de façons d'être au travail qui, en fait, sont saines et simples et pleines de bon sens, où il s'agit d'avoir de l'empathie, de communiquer, d'assurer la vision dont on parlait, qu'elle soit claire pour tout le monde et de faire en sorte d'avoir cet équilibre qui est le Graal pour tout le monde au travail. Donc, moi, je pense que c'est le cœur de ce métier-là est très intéressant. Enfin, il est en résonance totale avec ce que je défends, donc ce serait difficile pour moi de vraiment d'être très critique. Je crois qu'il y a encore un effort d'évangélisation et de travail. Vraiment, je crois que cette histoire de vocabulaire est vraiment importante. Je réfléchis beaucoup au mot bien-être au travail et bonheur au travail, tous ces sujets-là qui, en fait, ces mots-là méritent d'être revus pour, pour faire comprendre la réalité qu'il y a derrière, en fait. Et de essayer, alors ça va être une grande aventure, hein, mais de faire en sorte de déconstruire l'imaginaire qui est aujourd'hui associé à ça, qui est un petit peu facile, très vite caricaturé, et parfois caricatural, hein, attention, et du coup, mais bon, comme on disait, on est encore au début de tout ça. Donc, en fait, on est en construction, on est dans un monde qui aime beaucoup aussi le test and learn. Donc, on essaye et puis on échoue et puis on recommence. L'échec commence enfin à être un peu valorisé. Donc, on est en train de comprendre que c'est surtout les expériences qui comptent et la façon dont on essaye de faire les choses. Donc, on a testé jusque-là cette appellation. Et on va peut-être voir comment ça va évoluer. Maintenant, le cœur de ce métier-là, je crois qu'il est indispensable. Et je te disais tout à l'heure, pour moi, finalement, bien-être au travail, le futur au travail, c'est la même chose. C'est-à-dire que le futur du travail ne pourra pas exister sans cette notion d'équilibre au travail. Et tous ces enjeux qui sont tellement importants, dont je parle dans tout ce que j'écris et mon podcast, et dont on voit beaucoup d'articles, sur lesquels on voit beaucoup d'articles aussi, de toutes ces notions aussi dont on parlait avec Laetitia Vito, d'autonomie, de responsabilisation, de communication, l'importance de l'empathie, de la diversité, de l'inclusion. Enfin, il y a tellement de choses qui sont importantes dans la confiance aussi. Et là, on a traversé une crise qui a accéléré plein de transformations, qui a parfois recule un peu parce qu'on est encore dans ce moment un petit peu compliqué. Mais on est dans une phase, je pense, extrêmement excitante de construction de tout ça. Et tous les métiers que l'on fait, en fait, je ne vois pas comment on pourra passer à côté, en fait. Je ne peux pas imaginer, après ce sont mes convictions personnelles, mais je ne peux pas imaginer qu'on reparte en arrière vers... moi, voilà, mon thème principal, c'est donc la réhumanisation au travail. On s'éloigne ça fait un moment, mais on s'éloigne vraiment clairement de l'homme-machine, de la taylorisation, et on revient à quelque chose de beaucoup plus personnalisé aussi, et de prise en compte de tout ce qu'on a raconté jusque-là. Et c'est le sens de l'histoire. Et ça s'intègre dans toutes ces autres tendances dont on parlait, tout ce qui se passe là, tous les pas. Alors, il y a des choses qui vont encore beaucoup trop lentement, hein, mais c'est tous les pas qu'on fait, ils vont vers l'avant et on n'ira plus en arrière. On peut pas effectivement revenir en arrière par rapport à tout ce surtout en ce moment avec tout ce qu'on est en train de vivre. Je te rejoins pas mal sur la terminologie et finalement ce qui est vraiment important, c'est quelle intention on met derrière, hein. Et si je reprends un peu la vision holistique que tu nous partageais tout à l'heure, où tu nous disais il y a la vie, point. Sur la qualité de vie au travail, en fait, il y a la qualité de vie et le travail finalement est juste une petite dimension, mais en fait c'est vraiment un tout, quoi. C'est pour ça que le voir dans sa globalité, c'est assez important. Et pour toi, du coup, c'est OK de parler de bonheur au travail?
Eh bien, écoute, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai un petit peu de mal avec le mot de bonheur au travail, mais je ne suis pas hyper satisfaite, comme je te disais, de bien-être non plus. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'on trouve un nouveau mot. Ouais. Alors après, la notion de bonheur est très particulière et très complexe. On en parlait aussi avec Anne-Sophie Moreau, qui elle parlait de la recherche de la vérité par rapport au bonheur. Moi, ce qui me chiffonne un tout petit peu, c'est dans les livres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tapent sur pas seulement le bonheur au travail, mais la recherche de bonheur tout court. Moi, je suis toujours fascinée par ces gens qui critiquent ça. J'ai envie de leur dire, mais donc en fait, on est censé aller vers le malheur, je ne comprends pas. Enfin, Ouais, donc ça, j'ai un petit souci par rapport à ça. Cependant, je comprends que certaines personnes se sentent un peu j'ai envie d'utiliser un mot trop fort, mais du coup, atteintes dans leur intimité de comment ça, on me parle de bonheur au travail, l'entreprise responsable de mon bonheur. Je comprends que ça puisse chiffonner. Maintenant, bon, bah, si l'alternative, c'est d'aller vers le malheur, je préfère parler de bonheur, clairement. ouais. Maintenant, je pense, encore une fois, il va falloir réfléchir à ces notions-là et puis de toute façon, comme pour tout, réfléchir à plus de nuances. Rien n'est noir ou blanc, en fait, jamais. Enfin, tout est gris et on a une période où c'est un petit peu difficile d'aller vers la nuance, alors que c'est la clé de tout. Et quand on désamorce des termes ou des situations, on arrive toujours à quelque chose de beaucoup plus, encore une fois, équilibré et sain. Mais je comprends qu'on utilise ça. C'est que ce que je dis souvent aussi, c'est qu'en fait, on est allé tellement loin dans, par exemple, le stress au travail, le burn-out, dans tout, en fait, même dans la médecine, en fait, dans la surmédicalisation d'énormément de choses, que du coup, on est allé complètement dans l'excès inverse pour contrebalancer ça. Et donc, résultat des courses, au lieu de se retrouver au milieu, on est parti à l'opposé. Donc, par exemple, dans le cadre du travail, on est allé tellement loin dans l'aliénation, pour le coup, que du coup, on est allé fissa vers le bonheur et les paillettes, etc. Bon, la réponse, elle est au milieu. Donc, je crois profondément qu'on est à une phase où tout explose, où tout prend des proportions exponentielles, mais qu'à un moment donné, ça va retomber et que là, on va pouvoir retrouver un équilibre. C'est peut-être un peu utopiste, c'est ma vision. Alors justement, en parlant d'utopie, c'est quoi un petit peu ta vision du monde du travail de demain? C'est quoi pour toi une journée de travail idéale dans le futur du travail? Je pense qu'il y a beaucoup de journées de travail différentes selon justement les personnalités et c'est ça qui sera au cœur du futur du travail. C'est de pouvoir vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus flexible, de beaucoup plus fluide et encore une fois équilibré. Donc, finalement, moi, je souhaiterais à tout le monde de pouvoir s'organiser comme moi, tu vois, de pouvoir gérer son temps, de pouvoir gérer les moments où il travaille, les moments où il est plus efficace. On parlait tout à l'heure de moments de la journée où, selon notre chronobiologie, on est plus efficace à un moment ou à un autre. Donc, de pouvoir gérer ça, de gérer ses priorités, que chacun soit traité en adulte responsable. D'avoir ça, d'avoir cette autonomie, d'avoir beaucoup plus de confiance. Et donc, dans sa journée, de répondre aux priorités, de s'organiser avec son équipe pour ce qui est nécessaire, d'avoir des moments de concentration, de deep work ou de flow qui sont voilà, des moments où on a besoin d'être seul, de travailler un peu d'où on veut, en fait, selon les choses qu'on a à faire, chez soi si on est bien, dans un tiers-lieu si on a envie de changer un peu d'environnement, dans un café qui vont réouvrir, dans le bureau, au siège de son entreprise si on est salarié et qu'on a besoin de faire un travail collaboratif ensemble, et de pouvoir s'aérer l'esprit aussi, de pouvoir découvrir d'autres choses. Bon là, personnellement, moi, je suis prise d'une joie incommensurable de la réouverture des musées et des cinémas et des restaurants et de voyager. On a besoin de ça, on a besoin d'être stimulé. Donc, d'avoir vraiment, je pense, une ouverture d'esprit et de travailler avec des personnes avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger de manière simple. Il y aura toujours des enjeux, attention, hein, j'imagine évidemment, c'est pas la question, mais
en tout cas, de tendre vers quelque chose qui sera plus apaisé. Je rejoins parfaitement toute cette vision-là et c'est vrai que je pense que le maître mot, certainement à l'avenir, ce sera beaucoup d'agilité, de flexibilité et de peut-être un travail qui est pas quelque chose de très formaté où chacun doit rentrer dans un moule, mais plutôt un travail qui va être personnalisé selon les personnalités, les profils, les fonctions. Enfin, ça, ce serait vraiment idéal. Exactement. Qu'est-ce qui t'inspire, Valentine, au quotidien? Alors il m'a semblé que tu citais beaucoup Laetitia Vito qui, pour ceux qui nous écoutent, je le rappelle, est la fondatrice de, Welcome to the Jungle et qui a publié pas mal d'ouvrages aussi justement sur le sujet du travail, du futur du Ouais. travail, l'histoire du travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent au quotidien pour ce sujet de la qualité de vie au travail et qui te donnent, toi, du bien dans ce que tu fais, du positif? Alors juste, Laetitia n'est pas la fondatrice de Ah, Welcome to the Jungle, pardon. elle est la rédactrice en chef OK, du média autant pour entreprise. moi. Ouais. Mais donc, en effet, elle fait partie des gens qui m'inspirent énormément. Sinon, moi, je suis très curieuse et très dans une soif d'apprendre absolument insatiable et qui me pose problème parfois parce que je fais un peu trop de choses. Non, mais je crois que je suis très inspirée justement par les rencontres, par les personnes avec qui j'échange, par beaucoup de lectures, par tout ce qui se passe. Comme je te disais, je vois des signes un peu partout et j'aime bien connecter les points entre eux. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Quand j'étais étudiante, j'étais en L au lycée et puis après, je fais des études d'anglais avant de faire des études de commerce. Et ce qui me passionnait le plus, c'était l'intertextualité. Donc, les textes, les choses qui se répondent dans les textes littéraires. Et je crois que c'est quelque chose qui me motive encore beaucoup aujourd'hui, qui m'enthousiasme beaucoup de voir les ponts, en fait, entre les choses, entre les événements, entre les personnes, entre les idées. Et j'ai la chance d'être entourée de gens passionnants. Et je crois que ce sont ces personnes surtout qui m'inspirent le plus. Voilà. Et je partage tout à fait le fait que c'est important d'écouter les signes parce que peut-être que parfois, quand on se sent pas, aligné aussi dans ce qu'on fait, écouter les signes, ça peut être un indicateur de la nouvelle direction qu'il faut prendre dans notre vie professionnelle. Donc c'est hyper, important. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai fait un podcast, récemment avec, Victoria, Pellerheimer sur le sujet de l'intuition en entreprise et je pense que c'est autant de sujets, qui sera bon de développer aussi peut-être dans le futur du travail, toutes ces questions d'intelligence émotionnelle, d'intuition, de spiritualité même en entreprise et qui rejoint aussi cette dimension holistique que tu partageais. C'est des sujets qui me paraissent aussi, très importants. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Valentine? Écoute, de continuer à justement rencontrer des personnes inspirantes, d'échanger avec elles, de continuer à développer ma société, mes différentes activités et d'arriver à contribuer à créer un monde du travail plus sain. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Merci. beaucoup pour ton partage. Merci à toi, Julie. Et pour, ceux qui nous écoutent, donc vous pouvez retrouver Valentine, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, hein, évidemment, Valentine Gatta et puis on peut te retrouver sur ton site internet newprana.com et je vous recommande aussi d'aller suivre les activités de la Happy Tech. On n'est pas à l'abri peut-être de voir un événement s'organiser prochainement, maintenant qu'on peut, de nouveau, refaire des choses, en présentiel, j'espère, dans les prochains mois? Ouais, bien sûr, c'est complètement prévu. Déjà là, on fait le summer camp de la Happy Tech au salon Vivre l'entreprise les 23, 24, 25 juin prochains. Voilà. Et oui, bien sûr, dès que possible, on reprendra nos événements physiques Ouais. avec grand plaisir. On a hâte de retrouver tout le monde. Super. Merci beaucoup Valentine et très bonne continuation sur ce sujet de la qualité de vie au travail et de la qualité de vie de façon générale. Merci beaucoup. Et pour ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.